Voilà notre premier sujet tout à l'heure. Donc, c'est la Cour pénale internationale, le dossier Gbagbo et Blé Goudé. On était en train de voir les scénarios possibles pour l'issue d'un tel dossier. Oui, donc je disais pour moi que, pour chuter, que pour moi, ce qui peut être fait, c'est que tout simplement pour que la Cour pénale même ne soit pas ridicule, c'est que Mme Bensouda sera déboutée tout simplement. D'accord. Voilà. Maintenant, si elle est déboutée, bon, ça veut dire que finalement, tout ce qu'elle a construit tombe comme un château de cartes. Elle va se laisser faire simplement? Parce que j'ai l'impression que nous parlons trop souvent de la Cour de la Cour pénale internationale comme si elle est juste incarnée par Madame Bensouda. Je voudrais rappeler qu'il s'agit d'un système. Ce n'est pas seulement une question d'un individu. Et pour prendre ces genres de décisions-là, on a dû réfléchir à fond pour dire qu'on va aller devant la chambre de la Cour d'appel. Donc, je crois qu'on ne peut pas s'arrêter seulement à l'individu de Bensouda parce que c'est tout un système et qu'il y a des juges là-bas qui ont réfléchi à la question et qui finalement prennent une décision. Et je crois que derrière aussi la Cour pénale internationale, ce ne sont pas un ni deux pays, mais il y a plusieurs pays, il y a des experts en la matière qui ont dû réfléchir à la chose. Ce que je voudrais dire par ailleurs, c'est que on a l'impression, les gens l'ont dit, qu'il s'agit là, dans le procès Gbagbo, d'une justice de vainqueur. Et c'est un peu normal parce que vous savez, quand on prend par exemple le procès de Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale, il s'est passé quelque chose comme ça. Ceux qui ont remporté la guerre ne peuvent quand même pas laisser le bout de gras à ceux qui ont perdu, à ceux qui ont perdu. Ce n'est que normal. Et puis dans ce procès-là, je vois mal que on laisse par exemple Gbagbo à l'intérieur du pays. Et vous savez d'ailleurs dans quelles conditions son second, comment l'appelle-t-on, Blé Goudé a été conduit finalement parce qu'il a été arrêté quelque part et déporté puis reconduit à la Cour pénale parce que qu'est-ce qu'il faisait là? C'est parce qu'il se livrait justement à des actions de subversion et qui compromettaient la stabilité de la Côte d'Ivoire. Et je crois qu'il y a une raison solide quand même pour que, quelque part, sur un plan politique aussi, le procès soit à l'avantage de ceux qui ont vaincu, qui ont besoin de stabilité, qui ont besoin du temps quand même pour se pacifier le pays, qui ont besoin du temps pour que la Côte d'Ivoire retrouve sa stabilité parce que c'est des hommes dont on parle. C'est un pays, une nation dont on parle. Ce n'est pas d'un individu qu'on parle, d'un président, d'un Laurent Gbagbo seulement, quoi qu'il soit président, il faut tenir compte de l'intérêt général. Et je crois que un procès tient compte aussi de cet environnement-là, de cet environnement-là. Parce qu'il sera peut-être puéril de notre part de considérer que, parce qu'on veut parce que Laurent Gbagbo n'a rien fait, Blé Goudé n'a rien fait, ils ont été déportés. Je crois que la Cour pénale internationale n'est pas un jeu n'est pas un espace où les enfants jouent, mais c'est un espace sérieux où on réfléchit, je crois aussi, aux conséquences des actes qu'on peut poser. C'est possible que pour l'intérêt même de la Côte d'Ivoire, et la Cour prenne du recul par rapport aux événements pour préserver la stabilité. Je crois que là, nous serons dans un autre registre. On ne sera pas rien que dans un processus juridique pur, mais dans un processus qui fasse en sorte que qu'on tienne compte de l'intérêt de tout un pays, d'une région même. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la Côte d'Ivoire, c'est l'Afrique occidentale en miniature. Si ça ne va pas en Côte d'Ivoire, certainement que ça ne va pas au Burkina Faso, même au Togo, Ghana, etc. Et je crois que l'intérêt de toute une région est en jeu. Il ne faut pas qu'on se cantonne seulement aux appréciations strictement juridiques des faits, mais de tenir compte de tout l'environnement socio-politique et voir qu'est-ce qu'il y a le mieux, quelles sont les décisions qu'on doit prendre pour préserver la stabilité de la région. Et je crois qu'on a vu pareil se jouer quand il était agi du procès à Nuremberg après la Deuxième Guerre mondiale. Et je crois que nous devons avoir de la mémoire. Et quand on est à cette mémoire-là, on peut toucher ses passions. La différence ici, c'est que dans le cas de Nuremberg, c'est souvent les dignitaires allemands qui ont été jugés. C'est eux qui ont attaqué les premiers. Ici, on a un président légalement et légitimement installé. On a fait une élection. Ce président estime qu'il a gagné. Il y a des gens qui ont monté une rébellion pour venir attaquer l'armée régulière. Cette armée était dans une poursuite de défense.
Et c'est celui-là qu'on traîne à la CPI. Oui, non, je remercie Samuel de... Je remercie Samuel d'avoir... Je crois que tu n'as pas la parole. Nous en avons. Mais au-delà de ce que Samuel a dit, puisque nous cherchons la vérité par la Cour pénale, la CPI, on ne parle pas seulement de la Côte d'Ivoire. Moi, quand vous parlez de la région, vous avez vu ce qui s'est passé en Libye, quand M. Sarkozy a décidé qu'on vienne bombarder la Libye. Est-ce que ça, ce n'est pas des crimes contre l'humanité? Quand il y a eu le génocide du Rwanda, est-ce que ce ne sont pas des crimes contre l'humanité? Vous pouvez me dire pourquoi est-ce que des chefs d'État étrangers n'ont pas été interpellés? Donc, vous ne pouvez pas me dire, moi... Les chefs d'État étrangers, oui, mais le Rwanda n'avait qu'un seul chef d'État, et je crois que s'il était concerné autant que cela... On parle du crime contre l'humanité. Oui. Lorsque des avions étrangers viennent bombarder la Libye, lorsqu'on tue un chef de l'État, comme le colonel, est-ce que ce n'est pas des crimes contre l'humanité? Ce qui s'est passé au Rwanda, vous connaissez l'histoire? Qui sont ceux qui sont derrière? Est-ce que vous n'avez pas les dossiers qui disent qu'il y a une puissance qu'on a accusée là-bas? Est-ce que vous avez vu la Cour pénale internationale se saisir? Vous avez des chefs d'État. Là, je crois que là, c'est un autre débat. Non, je crois que j'ai essayé de... Non, puisque vous avez tendance à penser que nous qui souhaitons là, on fait des problèmes africains. Non, nous voyons qu'il y a de l'injustice. La Cour pénale internationale, on n'a pas dit la Cour pénale africaine, la Cour pénale internationale. Ça voudrait dire que tous les États qui ont souscrit, on doit les appeler. Est-ce que, si on amène Gbagbo là, pourquoi on n'amènerait pas Sarkozy à la CPI? Dites-moi. C'est un autre débat. Si tu veux qu'on en parle, nous avons des débats. Dites-moi. Le cas de la Côte d'Ivoire, quand même. Dites-moi pourquoi. De toute façon, ici, beaucoup ne croient pas trop dans la crédibilité même de la CPI, surtout qu'elle a, j'allais dire, le rôle qui a été joué à l'égard des choix, il y a ça. Des justiciables. Oui, il y a ça principalement. Quand on veut juger, on fait un procès, un crime de guerre, crime contre l'humanité. La guerre oppose deux parties. Vous accusez ceux-ci d'avoir commis des crimes, les autres ne sont pas des enfants de cœur non plus. Oui, c'est-à-dire que vous savez, la dernière fois, qu'est-ce qui s'était passé? Je crois que il s'est trouvé un certain nombre de personnes qui ont commencé à intenter un procès, par exemple, à Guillaume Soro en France. Vous savez, l'histoire est là, l'histoire ne finit pas. L'histoire, ça s'écrit aujourd'hui, ça se poursuit. Personne ne peut nous dire aujourd'hui que le procès Gbagbo, le procès dans le cadre de la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, le procès finit avec l'arrestation de Gbagbo et de Blegoudé. Vous avez constaté récemment que quand l'autre là, Guillaume Soro, s'est retrouvé dans une position où on peut facilement lui intenter un procès, ça n'a pas tardé. Donc il faut pas, c'est peut-être aujourd'hui que nous avons tendance à croire que tout se limite à l'arrestation de Laurent Gbagbo et de Blegoudé, mais on peut avoir des rebondissements, et les rebondissements, on a déjà commencé à en avoir, et je vous assure que ceux qui sont forts aujourd'hui, il se peut qu'ils ne l'aient pas demain, et que les victimes puissent se prononcer et dire que ben voilà, il s'agit de justice, donc dire que on a jugé que ces gens-là et que le procès peut se fermer, je ne crois pas. Nous sommes dans un processus, personne n'est à l'abri d'un procès. Ça peut. Internationale attend que ceux-ci soient en position de faiblesse pour pouvoir commencer par les traquer aussi. Alors, vous savez, la justice internationale, quoi qu'elle soit internationale, est incarnée par des hommes qui ont des sentiments, qui ont des positions, qui peuvent aussi faire des erreurs. Et je ne dis pas que la Cour pénale internationale est une cour propre qui n'a pas fait des erreurs. Elle a fait beaucoup d'erreurs, mais ici nous sommes dans le cadre de l'appréciation d'un fait donné, parce que cette cour-là a manqué de poursuivre des gens qu'elle aurait dû poursuivre. Ça, c'est une réalité. Et je crois que le débat aujourd'hui ne tourne pas autour des faiblesses de la Cour pénale internationale. Sinon, on peut... Oui, c'est vrai. Bien entendu, parce que... Ici, pourquoi les gens doutent des juges? Parce que le problème se pose sur la crédibilité des institutions. Quand une institution n'est pas crédible, comment vous voulez que même un petit enfant de CM2 en face? Notre problème se trouve là. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous essayons d'expliquer, de faire comprendre les tenants, les aboutissants, le contexte de tel ou de tel fait, mais nous ne portons
n'apportons pas des jugements sur la crédibilité de la Cour pénale internationale parce que tel n'est pas le débat. Si tel était le débat, je crois que j'aurais à dire ma position par rapport à ça. Mais on parle du procès Gbagbo, des scénarios qu'on peut avoir avec, à l'issue même du travail de la Chambre de la Cour d'appel. Et je crois que nous sommes dans ce cadre-là et nous ne sommes pas dans le cadre d'apprécier la crédibilité de la Cour. Au second sujet, voilà. C'est le Mali. Les différents acteurs de la crise politique au Mali ont repris langue pour la première fois depuis le début des monstres manifestations qui affectent la capitale Bamako. Selon un média international, la mouvance présidentielle et le mouvement de contestation M5 se sont rencontrés mardi à Bamako. Un cadre de dialogue semble désormais être dessiné entre le mouvement de contestation et la mouvance présidentielle afin de trouver une issue à la crise politique donc, qui secoue le pays. D'après la même source, le leader religieux, l'imam Diko, fer de lance de la contestation, n'a pas assisté à cette rencontre qui a mobilisé environ une trentaine de cadres de la coalition gouvernementale. Finalement, Germain Sossou, est-ce que ces discussions qui s'ouvrent, la majorité présidentielle qui prend langue avec la contestation, c'est plus une manœuvre de IBK de sauver ce qui reste de son fauteuil? Oui, vous savez que ce qui se passe au Mali est symptomatique, mais en même temps à une échelle de l'Afrique francophone, dénote des graves erreurs qui ont été les nôtres dans le processus de démocratisation quant à ce qui concerne les stratégies à développer devant un pouvoir qu'on conteste. Vous savez, ce qui se passe au Mali s'est déjà passé au Togo, au Burkina, avec des nuances bien entendu. Mais la plus grande erreur que nous avions commise ces derniers temps, c'est généralement de nous mettre ensemble pour contester, mais dans la contestation, on ne prépare pas une feuille de route. C'est-à-dire que quand vous vous mettez ensemble pour une contestation, normalement, il doit avoir des plans clairs. C'est-à-dire qu'un chef d'État a été élu démocratiquement. À un moment donné, on estime qu'il est responsable des problèmes. On se met à contester. Oui, lorsque vous mettez les populations dans la rue, il doit y avoir une suite. La suite doit être logique. Si jamais vous n'arrivez pas à obtenir ce que vous souhaitez, son départ, encore que nous allons en parler de ça aussi, est-ce que véritablement pour la démocratie, pour la suite des événements, est-ce que c'est tellement salutaire qu'un président démocratiquement élu, même s'il a des problèmes, qu'on ne lui fasse pas la rue, quelles vont être les conséquences? Ça aussi, ça a discuté. Mais ce que moi je constate, c'est que la plupart des oppositions africaines, quand il y a une attente des opportunités, dès qu'il y a une opportunité, on se met ensemble d'accord, mais il n'y a pas une feuille de route. Ça fait que, vous voyez, au Mali aujourd'hui, quand on dit le dialogue s'ouvre, certains participent, d'autres ne participent pas. Ouais, déjà, et ça, on a connu ça, par exemple, chez nous ici aussi. Donc, c'est ça le plus grand problème qu'on a. Et donc, par rapport, fondamentalement, à votre question, vous savez que, comme je l'ai dit, il y a déjà eu une jurisprudence. Lorsque les gens contestent dans un pays en Afrique, ici, francophone, lorsque la CEDEAO se met en branle, beaucoup de personnes doutent. Vous voyez, non. Bon. Mais nous restons convaincus que dans un pays où il y a les trous, finalement, c'est le dialogue qui doit régler. Mais généralement, c'est que ceux qui sont les tenants saisissent les opportunités lorsqu'il y a dialogue, au lieu d'aller vers ce qui est essentiel, trouvent le moyen plutôt de reprendre les commandes et de continuer par faire ce qui a été l'objet de leur contestation. C'est pour cela, bien entendu, que comme au Mali, Diko prend du recul. Mais dans le fond, quand les deux parties se rencontrent, c'est principalement pour discuter de quoi? Justement, je crois que la contestation avait un leitmotiv, c'est-à-dire la démission. Et la démission du président IBK, mais une demande de démission qui ne tient pas lieu quand même d'un programme. Je crois que c'est de cela que j'aimais pas tout à l'heure, parce que lorsqu'on dit démission, si jamais il démissionnait, on fait quoi? On va tomber dans un vide total. Je crois qu'il parle de la feuille de route, c'est vrai. Ceux qui demandent souvent la démission du président de telle institution ne préparent pas un programme qui leur permet d'assumer,
d'assumer le lendemain de ce qu'il demande. Et je crois que c'est ce qui arrive aussi ici au Mali. C'est à juste titre que vous parliez tout à l'heure. Est-ce que le président cherche à avoir la contestation à l'usure, c'est-à-dire que utiliser les subterfuges pour que la lutte s'étiole et s'estompe finalement? Je crois que c'est une stratégie aussi, mais on espère que ce n'est pas ça la stratégie qui se joue sur le sol malien et que le président a conscience que la situation est suffisamment grave et il est en train de chercher des voies et des moyens pour aller à l'accalmie, une accalmie qui lui permette par exemple de mettre sur pied un gouvernement d'union nationale qui rassemble ceux qui peuvent jouer un rôle. Et la question qu'on se pose en effet, c'est que c'est vrai que les gens sont dans la rue, ils contestent, ils parlent de la démission, mais quelle est la solution qu'ils proposent? Quand on parle par exemple Imam Dicko, il a été reçu 3 jours avant qu'on ait reçu les autres. Ça veut dire que c'est pas qu'il prend du recul, mais il a été reçu en particulier et ce n'est après que les autres, la trentaine de personnes, de leaders a été reçu aussi. Mais la question qui se pose ici, c'est que qu'est-ce qu'il propose concrètement? Est-ce qu'il y a une figure qui domine maintenant cette contestation et qui est crédible et à qui on peut confier par exemple la charge d'un Premier ministre qui fasse en sorte que la crise que traverse le Mali, puis on peut connaître une solution pour cette crise-là. Il y a la crise sécuritaire, il y a la crise économique, et puis il y a la crise sanitaire. Il y a au moins 4 crises là qui sont qui se mettent ensemble là. Mais nous ne voyons pas les solutions que ceux qui contestent proposent. On ne voit pas les pistes de solutions qu'ils proposent de telle sorte que lorsqu'on leur dit, ben voilà, vous avez maintenant l'opportunité de conduire la période post-discussion, que ce soit des gens, parce que cela s'était passé, on a vu avec, il y a eu une jurisprudence, un fait antérieur, et c'est-à-dire le président là, qui a renvoyé, qui a fait le coup d'État, ATT qui a fait renvoyer ATT, et après la rébellion a avancé sur le terrain, a failli prendre même la capitale. Voilà. Maintenant, nous n'avons pas encore quitté l'Obaï et on demande la démission du président. Remplacer le président par qui? Et constitutionnellement, ça va être le président de l'Assemblée. Mais l'Assemblée, là, il demande aussi le renvoi de l'Assemblée. On devait le renvoi de la Cour, des membres de la Cour suprême. Et aujourd'hui, la Cour constitutionnelle est pratiquement vidée de ses membres. Nous traversons une crise si grave qu'on a besoin de toutes les énergies, de toutes les ressources et les sommités au Mali pour se mettre ensemble et réfléchir à la façon dont on doit conduire cette crise-là. Qui sont ceux qui sont habilités? C'est comme, ce n'est pas une conférence nationale que je demande, mais au moins qu'on rassemble les gens et que le président soit un acteur sérieux qui veut franchement qu'on aille vers la résolution de la crise, parce que là, il est à la rue pratiquement face au coup de boutoir de la rébellion, face au coup de boutoir de Covid-19, etc. Il a besoin de se faire aider, mais il faut qu'il soit quelqu'un qui veut dominer le débat, joue l'humilité face à cette crise-là, convoque un sommet, je ne sais pas comment, une assise nationale pour dégager des gens, pour réfléchir à la situation du Mali, qui a conquis la situation, s'est désagrégée depuis un certain nombre d'années pour poser le problème de façon systémique. C'est-à-dire voir qui sont ceux qui proposent des solutions, quels sont ceux qui peuvent mettre ces solutions-là en jeu pour retrouver la stabilité du Mali. Je crois que Dicko, ces derniers temps, c'est lui qui est la figure de proue de cette contestation, mais je crois que le problème que vit le Mali va au-delà de la simple personne de Dicko. C'est un problème qu'il faut poser du point de vue national, rassembler les gens qui réfléchissent, des experts, et se faire aider, même ceux qui peuvent dire des choses en la matière, qui peuvent porter. Et je crois que ce n'est pas une question d'Imam Dicko, ce n'est même plus une question du président, mais c'est lui qui doit créer les conditions politiques propices
à ce rassemblement-là qui sauve le Mali. Mais on n'oublie pas que le Mali a connu un dialogue, si je ne m'abuse, l'année passée. Ça a été un grand dialogue, même si c'était boycotté par une partie de l'opposition. C'est ça qui a proposé des dates pour les élections législatives qu'on a eues tout récemment, qui ont été contestées après. Finalement, c'est les acteurs pour discuter véritablement du Mali qui manquent aujourd'hui. Non, c'est pour cela que ceux qui sont des contestateurs aujourd'hui, ceux qui sont au devant de la contestation doivent véritablement faire attention. Vous savez, comme il a dit, le Mali traverse une grande crise. Et ce n'est pas une question de personne. La jurisprudence de se dire, oui, on est descendu dans la rue massivement, finalement, le chef de l'État a démissionné. Mais s'il démissionne, même s'il démissionne, il faut appliquer la loi, il faut appliquer les dispositions constitutionnelles. Ouais. Vous voyez, non? Et la difficulté là-bas, c'est que l'Assemblée nationale aussi n'est pas... Voilà. Alors donc, moi, ce dont moi j'ai peur, c'est que même si aujourd'hui le président de la République malienne démissionne, on prend quelqu'un, on le laisse là-bas. On organise même les élections dans les 6 mois. On a un nouveau président de la République. Je doute très fort qu'il n'ait pas les mêmes problèmes que ce monsieur, l'actuel président. Et ça va être une conséquence dangereuse. Parce que vous avez fait partie un chef de l'État par la rue, et vous avez été d'accord. Si vous venez, même vous avez été élu démocratiquement dans les 6 premiers mois, les gens n'ont pas satisfaction. De la même manière que vous avez accepté que l'autre parte par là, on va vous faire partir par la rue. Donc, c'est pour cela que moi, j'ai dit que après ces 30 ans de démocratisation, depuis 1990, les nouveaux leaders qui doivent se considérer doivent en tenir compte en se disant, oui, mais il faut contester, mais les ressorts du pouvoir, on ne boude pas les ressorts du pouvoir. Vous voyez, on ne boude pas forcément les ressorts du pouvoir. C'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui, si ça peut les amener autour d'une table à reprendre même toutes les élections dans la mesure du possible, il ne faut pas bouder. Il ne faut pas faire ce qu'on appelle les chaises vides. Non, ça nous a créé davantage de problèmes. Ben, je ne le dis pas parce que je me suis rendu compte que finalement, cette façon de contester dans presque tous les pays africains, effectivement, ça part de l'insatisfaction. Mais et après? Parce que la question fondamentale, c'est après. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que je vous disais que moi, j'ai fait le constat que généralement, quand nous nous mettons ensemble, ce qui nous intéresse, c'est le mécontentement qui nous amène à contester. Mais généralement, nous ne prenons pas le temps de se dire, voilà le plan A, voilà le plan B, voilà le plan C. Et ça fait que, finalement, les contestateurs, la population qui descend dans la rue est finalement déçue. Donc, le Mali, là, quand on dit il faut obligatoirement que le chef de l'État parte, moi, je ne suis pas malien, je ne dis pas parce que le truc, mais j'estime qu'il faut vraiment qu'ils réfléchissent là-dessus. Et si jamais ça peut les amener finalement à réorganiser les élections des nouvelles à partir de la contestation de la rue, c'est de se mettre dans la tête que les problèmes qui sont au Mali, là, un individu ne viendra pas seul. Vous ne pouvez pas mettre un chef de l'État comme ça pour dire qu'il va les résoudre. Il aura les mêmes problèmes. D'où la question que je posais ici hier sur le plateau quand on abordait le même sujet. Pour qui roule Mahmoud Dicko? Vous savez, Mahmoud Dicko, d'abord, c'est un chef religieux qui a besoin de développer son aura. C'est-à-dire que ce n'est pas... Mais on ne le voit pas développer départ. son aura pour en tirer un gain, j'allais dire, en étant lui-même au devant du chef de l'État demain, non? Non, mais c'est pas exclu non plus. Non, ce n'est pas exclu, on ne peut pas, ce n'est pas exclu non plus. Mais seulement sa position du point de vue religieux ne lui permet pas quand même, parce qu'il est quand même un imam. Je ne crois pas que sa position, mais seulement il peut. Un Dicko peut en cacher un autre. Il peut bien, avec ce qu'il développe aujourd'hui comme popularité, et céder cette aura à quelqu'un d'autre. Parce que vous vous rappelez sans doute qu'il y a 2 ans, je crois, il avait soutenu IBK. Il avait trouvé que IBK, c'est la personne, c'est l'homme de la situation. Il a appelé à voter. Vous lui, 2 ans plus tard seulement, il trouve qu'il n'est plus l'homme de la situation. Je crois qu'il ne se porte pas devant la scène pour en tirer directement profit, mais il peut préparer un poulain peut sortir de ses ailes pour se porter devant et il lui apporte sa caution de telle sorte que, et plus tard il peut en tirer dividende. C'est possible parce que vous savez, un chef religieux a besoin quand même de fonds aussi pour faire ses opérations sociales, etc. Et ça ne manque pas. Mais maintenant, ce n'est pas parce qu'il n'a pas un profit
directe à tirer de cette contestation, mais la popularité qui est la sienne aujourd'hui, il peut la monnaie de différentes façons en revenant plus tard en tant qu'ami de quelqu'un qui l'aura poussé devant la scène qui deviendrait président, la place de IBK. En ce moment-là, il est faiseur de roi. Et lorsqu'on est faiseur de roi, on a aussi ses privilèges en tant que faiseur de roi. Ça, il ne faut pas perdre de vue cela. Donc, ce n'est pas totalement fortuit qu'il se décarcasse comme tel pour prendre le devant de la scène. Mais seulement, c'est quelqu'un qui, la dernière fois, il y a 2 ans seulement, on dit qu'en politique, il n'y a que les cons qui ne changent pas. C'est c'est ce à quoi nous assistons, justement, avec cet imam-là qui a retourné sa veste pour dire que IBK n'est plus l'homme de la situation. Mais il vaudrait mieux changer que de ne changer, de continuer de suivre, de supporter ce qui ne va pas. On ne peut pas le lui reprocher. Peut-être qu'il se dit qu'il s'est trompé et maintenant qu'il a retrouvé son esprit, tout son esprit, il recommande que les gens ne le suivent pas. Ou bien, il a dit que c'est que IBK, lorsqu'on lui donne des conseils, il ne tient pas compte de ces conseils. Je crois que quelque part, il faut que les gouvernants essayent quand même de potasser ce qu'ils entendent gauche à droite pour en faire sien et puis arranger la situation. Mais c'est finalement le problème de Diko, c'est qu'il voulait tenir IBK par le col. IBK c'est un peu sorti de sa main, c'est ça qui le met mal à l'aise. Absolument, c'est que c'est vrai que ces derniers temps, il a arrêté de parler de parler de la religion, etc. Il fait tout simplement de la politique. Sans doute qu'il a voulu en imposer à IBK qui n'a pas accepté parce que quand même le président IBK, c'est lui le président. C'est lui qui rend compte de ses actes et c'est lui qui assume les conséquences de ses actes. C'est lui qui va présenter, comment le dirais-je, à la fin de son mandat, le bilan. Ce n'est pas, il ne reviendra pas, par exemple, à l'imam de dire que, ben voilà, j'avais dit au président de faire tel, il a échoué, donc j'endosse les responsabilités de la chose. Un président est un responsable, il doit pouvoir assumer. Lorsque vous lui donnez un conseil, il est libre de dire oui ou non, quitte à assumer les revers de ce qu'il aurait ramassé par les actes qu'il pose. Mais il a dit clairement que IBK ne respecte pas ou bien n'écoute plus ses conseils. Mais je crois qu'il faut qu'on lui remette dans la tête que quand il donne un conseil à un chef d'État, ce n'est pas lui qui fait le chef de l'État. Le chef de l'État a peut-être des informations dont lui, imam, il ne dispose pas. Le chef de l'État a des impératifs. Le chef de l'État a aussi d'autres amis à qui dont il doit tenir compte aussi. Il ne reçoit pas que des conseils de la seule personne. Germain, rapidement, est-ce que IBK va pouvoir résister à cette pression? Dans tous les cas, ce qui se passe au Mali, ce n'est même plus une affaire de IBK. C'est l'imam Diko qui doit véritablement... Aujourd'hui, c'est lui qui est en train de tirer les ficelles. Enfin, tirer les ficelles, c'est lui qui organise la chose. Il doit véritablement se mettre dans la peau d'un homme d'État, puisqu'il a quitté momentanément la religion. Il faut qu'il se mette dans la peau d'un homme d'État et se dire finalement que c'est le Mali et qu'il ne s'agit pas tout simplement de remplacer un individu par un autre. Et comme vous le dites si bien, il y a une sorte d'une nouvelle situation qui est en train de se passer en Afrique et peut-être qu'on ne se rend pas compte. Dans beaucoup de pays où aujourd'hui, il y a ces faiseurs de rois-là qui veulent rester dans l'ombre. En RDC, vous savez, un ancien président est parti sur un contrat, il dérange celui qui est là. Au Burundi, malheureusement, c'est parce que le chef de l'État il est décédé, sinon il a préparé son poulain. Oui, vous savez, même chez nous ici, à un moment donné, des gens ont pris le devant pour que ça marche. Donc, quand les uns et les autres voient un tel schéma, on se dit aussi que mais finalement, au Mali, pourquoi on va rester toujours derrière les rideaux? Il faut qu'on fasse. Mais il faut faire extrêmement attention parce que aucun chef de l'État arrivé au pouvoir n'acceptera être je sais pas. Oui, mais aucun chef d'État ne l'acceptera. Donc, par une moindre mesure, il devient gênant. Voilà, donc il faut qu'on mette l'intérêt du Mali en avant et qu'on accepte le dialogue et former. Allons à la pause maintenant et on revient après le journal.